Bonjour et bienvenue à cette formation sur l'état d'esprit de croissance. Elle comportera 5 parties. Dans cette première partie, on va commencer par faire un petit quiz, puis on va définir ce qu'est l'état d'esprit de croissance. Dans les vidéos suivantes, on parlera des enjeux ainsi que de quelques leviers pour développer cet état d'esprit en classe. Cultiver notre propre mindset, prendre conscience de notre posture, de nos discours, nourrir la confiance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle plus spécifiquement, concilier motivation et évaluation. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première vidéo d'introduction au CPS, et je vous invite à le faire, je me présente rapidement. Je suis Maude, j'ai été enseignante pendant 10 ans au sein de l'Éducation nationale. Puis j'ai commencé à concevoir des supports pédagogiques et après une reprise d'études, j'ai intégré SoftKids où je travaille sur les compétences psychosociales. SoftKids venait de remporter un appel à projet de l'Éducation nationale. Ce projet, appelé Bien à l'école, est déployé sur 3 ans dans 8 académies pilotes. Il s'inscrit dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire, car oui, le développement des CPS a un impact sur le bien-être, mais aussi la réussite scolaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ce que j'ai appris et j'espère vous transmettre l'envie, mais aussi les clés pour développer les CPS de nos futurs citoyens. Allez, pour commencer, je vous propose un petit quiz. Question numéro 1. Selon vous, qu'est-ce qui détermine le plus la réussite? Il y a une caractéristique particulière que présentent tous les individus qui réussissent. Alors, à votre avis, laquelle? Vous avez peut-être pensé au QI, au milieu social, mais c'est la niaque. Le grit en anglais, puisque c'est la chercheuse Angela Duckworth qui l'a défini. Elle dit que c'est la capacité à persévérer pour atteindre des objectifs difficiles mais accessibles, et ce, malgré des échecs potentiels. L'ANIAC est le seul facteur prédictif du diplôme le plus élevé obtenu et du classement au National Spelling Bee. Une recherche scientifique récente a démontré que certains traits favorisent cette persévérance et la réussite. La concentration sur la réalisation d'objectifs plutôt que la comparaison aux autres. La conscienciosité, c'est un trait de personnalité qui se caractérise par l'organisation et la responsabilité. La capacité à questionner les idées et les normes établies, la volonté de maîtriser des compétences plutôt que simplement atteindre des résultats, et l'état d'esprit de changement, c'est-à-dire croire que les compétences ne sont pas déterminées par des qualités innées ou la chance, mais peuvent au contraire être développées par l'effort. Allez, on passe à la deuxième question. À votre avis, comment fonctionne le cerveau? Quelle représentation vous en faites? Est-ce qu'on a un stock de neurones qui diminue au cours de la vie? Est-ce qu'on empile des connaissances dans notre mémoire à long terme? Eh bien, pas vraiment. En réalité, de nouvelles connexions synaptiques se créent quand on apprend des choses nouvelles. C'est ce qu'on appelle le principe de plasticité cérébrale. Et ça marche à tout âge de la vie. Donc, on peut toujours progresser. Passons à la troisième question. Croire en sa capacité à réussir augmente ses probabilités de succès. Vrai ou faux? C'est complètement vrai. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il suffit d'y croire. Mais en tout cas, c'est indispensable. Et c'est Albert Bandura qui l'a démontré. C'est un peu un effet boule de neige. Plus on croit à sa chance de réussir, plus on persévère et meilleures sont les performances. Donc plus on y croit, etc. Et malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Moins on y croit, plus on échoue. En tout cas, c'est un levier puissant et on verra dans une autre vidéo comment l'utiliser. Allez, une petite dernière pour finir ce quiz. Les étudiants qui ont un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire ceux qui pensent que leurs compétences, leur intelligence et leur potentiel global peut se développer avec le temps. Ces étudiants ont-ils des meilleures notes ou ont-ils moins de chances de développer une dépression sévère? Les deux, c'est merveilleux, non? Voyons un peu plus dans le détail ce qu'est l'état d'esprit de croissance. C'est Carol Dweck qui a développé ce concept, qu'elle appelle en anglais growth mindset.
Je vous recommande vivement de la lire. En plus d'être, une brillante chercheuse, elle, sait bien vulgariser. Ses livres sont faciles à lire, très inspirants. Sinon, en plus court, je vous conseille son excellente conférence TEDx intitulée The Power of Yet. Pour définir l'état d'esprit de croissance, elle l'oppose à l'état d'esprit fixe, même si on n'a bien sûr jamais un état d'esprit complètement fixe ou de croissance. En plus, ça dépend beaucoup des situations. On peut avoir un état d'esprit fixe dans certains domaines et un état d'esprit de croissance dans d'autres. En tout cas, elle liste 5 éléments qui le caractérisent. Et je vous invite à un petit exercice d'introspection pour évaluer votre propre état d'esprit. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause après chaque critère et prendre un moment pour réfléchir, vous souvenir de situations, en classe ou dans votre vie perso, et puis prendre des notes. C'est important d'écrire pour conscientiser. Alors, numéro 1, accueillir les défis. Est-ce que j'ai peur d'échouer, surtout en public, ou est-ce que j'aime la nouveauté et relever des challenges? Numéro 2, persévérer face aux difficultés. Est-ce que j'ai tendance à abandonner facilement? Est-ce que j'ai du mal à changer de stratégie? Ou bien est-ce que je sais me fixer des objectifs et maintenir ma motivation? Je me remets souvent en question et je cherche à m'améliorer en permanence. Numéro 3, valoriser l'effort. Est-ce que j'évite de faire des efforts? Je préfère ne pas essayer ou masquer mes faiblesses. Au contraire, est-ce que j'admire les personnes persévérantes? Numéro 4, apprendre de la critique. Est-ce que je me vexe facilement ou pas? Est-ce que je demande facilement conseil à mon entourage? Et numéro 5, s'inspirer du succès des autres. Quand les autres réussissent, est-ce que ça a tendance à provoquer chez moi de la frustration, de la jalousie? Ou bien au contraire, est-ce que le succès des autres m'inspire? Maintenant, reprenons chaque élément un à un et essayons d'analyser ce qui peut freiner notre état d'esprit de croissance et ce qu'on peut faire évoluer. Et au passage, on va essayer de tordre le cou à quelques idées reçues, parfois très ancrées dans notre culture ou nos habitudes. Pour commencer, les défis. Pourquoi on a parfois peur de la nouveauté, des challenges? On a plutôt tendance à rester dans notre zone de confort. Je vais vous raconter une des expériences que Carol Dweck a menées en classe. C'était une recherche sur plus de 400 enfants, très jeunes, qu'elle a divisés en 2 groupes. On leur a demandé de réaliser un puzzle très simple. Les enfants du premier groupe ont été encouragés sur leur intelligence. On leur disait: «Bravo, tu dois être sacrément intelligent pour avoir trouvé la solution». Et les membres du second groupe, eux, on les a encouragés, sur leurs efforts. On leur disait: «Bravo, tu as dû travailler dur pour avoir trouvé la solution». Ensuite, elle a donné 2 options. Faire un puzzle beaucoup plus difficile que le premier, mais avec, objectif de devenir meilleur, ou bien faire un puzzle aussi simple que le premier. Résultat, 92 des enfants du deuxième groupe encouragés, sur leurs efforts ont choisi de réaliser un puzzle difficile, contre seulement 33 des enfants du premier groupe encouragés sur leur intelligence. Pour finir, elle a donné à chacun des groupes un puzzle beaucoup plus difficile. Les enfants complimentés sur leurs efforts sont allés jusqu'au bout, ont trouvé la solution et ont même pris du plaisir, tandis que les enfants complimentés sur l'intelligence ont été frustrés tout au long de l'expérience et ont abandonné avant de trouver la solution. Conclusion, quand on félicite des enfants sur leurs efforts plutôt que sur leur intelligence, ils s'engagent davantage dans des activités challengeantes et ils font preuve de plus de persévérance en cas de difficulté. Dans notre culture, on a tendance à féliciter l'intelligence, le résultat parfait, obtenu rapidement, et féliciter les efforts uniquement en cas d'échec. C'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. C'est quand les efforts ont été utiles, efficaces, qu'ils ont abouti sur un succès qui doivent être valorisés. Passons au deuxième élément, la persévérance face aux difficultés. Qu'est-ce qui fait qu'on abandonne? Est-ce qu'on a simplement la flemme? Bien souvent, c'est plutôt parce qu'on pense qu'on ne peut pas surmonter la difficulté. Et pourquoi ça? Est-ce qu'on vous a déjà dit les maths ou le sport ou je ne sais quoi d'autre, c'est pas trop ton truc, laisse tomber, travaille plutôt tes points forts?
Ça vient encore d'une idée reçue selon laquelle les performances initiales prédisent la réussite future. Encore une fois, la recherche balaye les préjugés. Ni le QI, ni les performances initiales ne sont des bons indicateurs de la réussite future. Par contre, il y a une corrélation plus forte entre le développement des compétences psychosociales, notamment le growth mindset, et la réussite, qu'elle soit scolaire ou professionnelle d'ailleurs. Voyons maintenant d'où viennent nos représentations vis-à-vis de l'effort. Notre société tend à valoriser la réussite immédiate, le don aussi, comme les pouvoirs surnaturels des super-héros. On souligne plus facilement un résultat parfait et immédiat plutôt qu'une procédure laborieuse, même si elle a mené sur une réussite. Et on dévalorise l'effort et les erreurs qui révèlent soi-disant notre manque de talent. Pourtant, je vous le demande, en quoi est-ce glorieux d'avoir un don, en somme, d'avoir simplement de la chance? Prenons la célèbre fable de La Fontaine, très ancrée dans notre patrimoine culturel. Vous préférez être le lièvre ou la tortue? En vérité, ce qu'on retient de l'histoire, c'est que si le lièvre n'avait pas été vaniteux, ben la tortue n'avait aucune chance de gagner. Cette histoire n'est pas si growth mindset qu'elle en a l'air en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on considère que nos capacités sont prédéterminées, qu'on ne peut pas y faire grand-chose, eh bien cet état d'esprit fixe nous pousse à éviter les challenges, les obstacles et les efforts. Et nous prive par la même occasion de nombreuses opportunités d'apprendre. Sur le sujet du talent, le psychologue américain Benjamin Bloom, spécialisé en pédagogie, a écrit un livre qui s'appelle Développer les talents des jeunes gens. Il y partage ses découvertes après avoir interviewé 120 personnes très talentueuses. Il rejette le fait que le talent serait inné. Pour lui, ce qu'une personne a pu un jour apprendre, presque tout le monde peut parvenir à le faire, à condition de bénéficier des conditions d'apprentissage les plus appropriées. Il identifie 5 conditions: des débuts précoces, un enseignement de qualité, une pratique délibérée, l'inscription dans un environnement d'excellence et des objectifs bien déterminés. Mais en aucun cas, des prédispositions innées. Dans le sport, on parle de plus en plus du travail des athlètes, et plus seulement de leurs capacités hors normes. On parle notamment de leur préparation mentale, de leur persévérance, de leur détermination. À ce sujet, je vous partage un discours de Federer face à des jeunes diplômés d'une université américaine qui m'a particulièrement marqué. Il explique que sur 1526 matchs qu'il a joués, certes, il en a gagné près de 80%, mais en fait, il n'a gagné que 54% des points. Et comme ça, il démystifie l'échec. Échouer fait aussi partie du jeu. Il dit que les meilleurs du monde ne sont pas les meilleurs parce qu'ils gagnent tous les points, ils le sont parce qu'ils savent qu'ils vont perdre encore, et ils ont appris à faire avec. Au tennis, comme dans la vie, la discipline est aussi un talent. Maintenant, le 4e critère, apprendre de la critique. Alors, selon vous, pourquoi a-t-on peur d'être jugé? Encore une fois, l'environnement est très important. Si on est dans un système basé sur l'évaluation sommative, si on est entouré de personnes qui jugent nos compétences plutôt que notre évolution, si l'erreur est systématiquement sanctionnée, alors c'est difficile de recevoir la critique. Alors que si on préfère l'évaluation formative permanente, qu'on valorise les progrès, qu'on présente les erreurs comme des occasions d'apprendre, c'est plus facile d'accepter et même d'être en demande de critique. D'ailleurs, je préfère largement le terme anglais, le feedback. Le terme français est plutôt connoté négativement, malheureusement. Le feedback, c'est ce qui nourrit et nous fait grandir. Sans feedback, c'est impossible de progresser. C'est lui qui nous permet de comprendre nos erreurs, d'adapter nos stratégies, de prendre confiance en nous. Alors c'est primordial d'apprendre à recevoir la critique de manière constructive, et ce, dès le plus jeune âge. Et pour finir, s'inspirer du succès des autres. Comment ne pas être frustré? Comment se réjouir de la réussite des autres et ne pas ressentir de la jalousie? C'est encore une fois à mettre en contexte avec nos habitudes, nos expériences et notre environnement. Est-ce qu'on est plutôt dans un environnement compétitif ou qui valorise au contraire la collaboration? On a beaucoup parlé de facteurs externes, des idées reçues, notre héritage culturel,
le comportement des personnes qui nous entourent. Mais pour autant, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut rien y faire. D'ailleurs, on abordera Voilà des tout leviers pour d'action et aujourd'hui. des outils dans les Merci pour vidéos votre suivantes. attention. J'espère vous avoir donné des éclairages sur l'état d'esprit de croissance et son impact, et j'espère surtout avoir boosté votre motivation. À très bientôt pour la suite.